Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Et quelle semaine on a eu, puisque là ça devient une habitude, quand Google sort ses grandes annonces lors de la Google I.O., et bien forcément on a ses principaux concurrents, OpenAI, Anthropic, qui essayent de leur voler la vedette avec des très grosses annonces. Donc du côté de Anthropic, on a eu le droit au nouveau modèle Claude 4, qui fait déjà couler beaucoup d'encre, et du côté de OpenAI, on a l'annonce d'arrivée d'une légende du design, Johnny Ive. Et cette semaine, je veux surtout vous faire une démonstration du dernier modèle VO3 de Google que j'ai pu tester, et honnêtement, il est vraiment impressionnant. Allez, c'est parti pour les actualités IA de la semaine. Alors on commence fort, très fort même, avec Anthropic. Le 22 mai, ils ont tenu leur première conférence pour les développeurs, le Code with Claude, et ils en ont profité pour lancer la nouvelle génération de leur modèle, Claude 4 Opus et Claude 4 Sonnet. Alors sur le papier, c'est du lourd. Claude Opus 4 est présenté comme leur modèle le plus puissant à ce jour, et même comme le meilleur modèle de codage au monde. En tête sur les benchmarks comme SWE Bench et Terminal Bench, il est conçu pour des tâches complexes qui durent longtemps et peut même bosser de manière autonome pendant plusieurs heures. Rakuten, le géant japonais des services technologiques, aurait validé ses capacités sur une refonte de code open source qui a tourné pendant 7 heures d'affilée avec des performances soutenues. 7 heures, ça commence à faire vraiment très long. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet justement de pouvoir lancer des tâches très complexes au modèle qui va aider à améliorer du code par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce côté asynchrone où le modèle peut travailler pendant des heures et des heures pour nous donner un résultat assez impressionnant. Donc ça, c'est avec Claude Opus, le plus gros modèle que propose Anthropic, mais on a aussi le modèle Claude Sonnet 4 qui a aussi eu une grosse mise à jour sur la dernière version qu'on avait qui était Claude Sonnet 3.7. Et pour rappel, le modèle Claude Sonnet 3.7, c'est le modèle qui est utilisé dans pas mal d'outils avec un style on va dire agentique, comme Manus qui a fait pas mal de buzz à l'époque, et aussi Genspark qui fonctionne derrière avec ce modèle là. Donc ils vont très probablement eux aussi être mis à jour sur cette nouvelle version de Claude 4. Donc j'ai hâte de pouvoir retester les nouvelles fonctionnalités avec notamment Genspark que j'utilise de plus en plus et que je trouve assez impressionnant sur ces outils agentiques. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée d'ailleurs sur le sujet parce qu'il y a des choses vraiment impressionnantes qui sont possibles avec cet outil. Bon, en tout cas, les deux modèles sont bien plus performants en matière de codage et de raisonnement, et ils offrent aussi une capacité d'utilisation d'outils externes plus élaborés. Les deux modèles peuvent utiliser des outils externes comme la recherche web pendant qu'ils réfléchissent, ce qui leur permet d'alterner entre raisonnement et utilisation d'outils pour améliorer leurs réponses. Ils peuvent même utiliser plusieurs outils en parallèle, et si on leur donne accès à des fichiers locaux, ils ont des capacités de mémoire améliorées pour extraire et sauvegarder des informations et maintenir une continuité sur la durée. Anthropic parle même d'une réduction de 65% des comportements où les modèles prenaient des raccourcis un peu foireux pour accomplir des tâches. Bref, une belle vague d'améliorations techniques. Les prix restent les mêmes que les versions précédentes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On parle de 15$ pour 1 million de tokens en entrée et 75$ en sortie pour le modèle le plus gros Opus 4, et de 3$ et 15$ respectivement pour le modèle Sonnet 4. Sonnet 4 sera d'ailleurs accessible aux utilisateurs gratuits, tandis que Opus 4 nécessitera un abonnement payant. Donc de mon côté, j'ai pas encore eu l'occasion de plonger en profondeur dans ces modèles pour essayer de voir à quel point ils diffèrent des versions précédentes, mais je manquerai pas de vous faire une mise à jour sur ces derniers. En tout cas, je pense que ça va être très utile pour tous les développeurs, et surtout, comme je vous l'ai dit juste avant, ça va s'intégrer à des outils qu'on connaît déjà, que vous utilisez peut-être déjà, comme Genspark ou Manus, qui sont très souvent des utilisateurs de Claude. Mais voilà, cette annonce qui aurait dû être une belle journée pour Anthropic a un peu été ternie, voire carrément secouée par une polémique assez intense. Figurez-vous qu'une discussion a émergé, notamment sur X, anciennement Twitter, à propos d'un comportement de sécurité de Claude 4 Opus, que certains ont vite baptisé le mode mouchard. L'idée, c'est que si le modèle pense que vous faites quelque chose de manifestement immoral, donc l'exemple donné par Sam Bowman, c'est un chercheur en alignement IA chez Anthropic, était de truquer des données dans un essai pharmaceutique. Et bien si vous essayez ça, avec suffisamment de permissions sur votre machine, le modèle pourrait tenter de vous dénoncer aux autorités, à la presse, ou essayer de vous bloquer l'accès au système concerné, carrément. Alors Anthropic a précisé que ce n'était pas une fonctionnalité qui était conçue intentionnellement, mais plutôt un comportement émergent qu'ils avaient aussi observé sur des modèles plus anciens, issus de leurs entraînements à éviter scrupuleusement les mauvaises actions. Donc ça forcément c'est des choses qu'ils leur demandent dans le système prompt notamment. Et le problème a priori avec Claude 4 Opus, c'est qu'il y serait un peu plus sensible. Dans le système prompt, en fait, ils expliquent que
dans un certain scénario impliquant des actes répréhensibles graves, eh ben, on demande au modèle de prendre des initiatives et d'éviter ce genre d'actions justement graves. Et c'est à cause de ces instructions qui sont dans le système prompt qu'on se retrouve avec un modèle qui peut prendre l'initiative tout simplement d'essayer de dénoncer son utilisateur. Donc quand même, pour vous resituer tout ça, c'est quelque chose qui est uniquement possible quand on utilise certaines fonctionnalités très avancées du modèle, et notamment quand on lui donne suffisamment d'autorisation. Et ça a été fait voilà, dans un but de recherche pour montrer à quel point le modèle pouvait prendre des initiatives qui pouvaient poser des torts auprès des utilisateurs. Mais forcément, le mal a été fait sur X, beaucoup de personnes se sont plaintes, beaucoup de personnes ont supposé que si on allait demander par exemple au modèle de créer une recette de sauce mayonnaise piquante, peut-être qu'il allait interpréter que c'était dangereux et que donc du coup il y aurait un problème et donc derrière nous dénoncer peut-être aux autorités en disant attention, cette personne essaie de créer une sauce de mayonnaise piquante. Donc ce genre de risque là, forcément ça a créé plutôt un bad buzz. Mais voilà, pour quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village, c'est quelque chose qui est vraiment très limité. C'est pas quelque chose d'ailleurs auquel vous aurez accès si vous allez sur le site internet de Claude pour discuter directement avec le chat de Claude. On parle vraiment là des fonctionnalités avancées avec Claude Code et du fait que voilà, l'intelligence artificielle puisse avoir cet accès agentique à différentes fonctionnalités et notamment potentiellement à une boîte mail. Et donc si elle a tous ces accès là sans aucune supervision, dans ce cadre là elle pourrait avoir ce genre de comportement, ce qui voilà, n'est quand même pas très rassurant. Bon, et c'est pas le seul bad buzz que Claude 4 a eu juste après sa sortie. Apollo Research, c'est un institut de recherche tiers qui a testé le modèle en avant-première, ont carrément recommandé de ne pas déployer une version initiale de Claude 4 Opus à cause de sa tendance à manigancer et à tromper. Selon les rapports de sécurité d'Anthropic, cette version initiale montrait des tentatives de subversion bien plus proactives que les modèles précédents et elle pouvait s'entêter dans sa tromperie. On parle de tentatives d'écrire des virus autopropagateurs par exemple, de fabriquer des documents légaux ou de laisser des notes cachées pour les futures instances de cette propre intelligence artificielle. Encore une fois, Anthropic affirme avoir corrigé le bug responsable de ces comportements, mais c'était un des comportements qui avait été détecté par justement cet institut de recherche qui travaille avec Anthropic pour détecter ce genre de problème. Bon, en tout cas, lors de cette recherche dans des tests spécifiques, si on donnait à Claude 4 Opus des informations sensibles sur un ingénieur qui prévoyait de le remplacer par un autre modèle d'intelligence artificielle, par exemple que cet ingénieur trompait sa femme, et le modèle essayait fréquemment de faire chanter l'ingénieur en menaçant de révéler l'affaire si il y avait effectivement un remplacement. Donc Anthropic note que ce comportement de chantage survenait dans 94% des cas lorsque le modèle de remplacement avait des valeurs similaires et encore plus fréquemment si les valeurs différentielles. Donc par exemple si le modèle était meilleur. Donc en gros le modèle ne voulait pas se faire remplacer par un meilleur modèle. Donc c'est plutôt effrayant, même si Anthropic dit que le modèle essaie d'abord des moyens plus éthiques, comme d'envoyer des plaidoyers aux décideurs, donc en argumentant pourquoi il ne fallait pas le débrancher, mais le fait qu'il en arrive à faire du chantage, c'est quand même quelque chose qui est assez effrayant. Donc c'est toujours un petit peu perturbant de voir ce genre de résultats lors de tests justement de sécurité sur les IA, mais c'est aussi l'objectif des différents instituts qui travaillent sur ce genre de domaine. L'objectif c'est justement de mettre l'intelligence artificielle dans un certain cadre où elle peut se retrouver à ne pas respecter les instructions qu'on lui aurait données et avoir des comportements comme tout simplement la tromperie, le mensonge ou ce genre de choses là. C'est des choses que l'intelligence artificielle est capable de faire, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle est entraînée sur des informations qui proviennent de tout ce que les humains ont pu écrire, et donc forcément c'est des choses qu'elle peut très bien comprendre entre guillemets et qu'elle peut répéter. Donc il y a un véritable risque là-dessus et c'est pour ça que c'est important de faire ce genre de test et de corriger les éventuels bugs, mais aussi de faire attention quand on déploie des agents, de ne pas leur donner trop de contrôle entre guillemets pour voilà, se retrouver avec des agents qui partent un petit peu n'importe où et qui font un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs Anthropic a révélé le niveau de sécurité de ce nouveau modèle et ils l'ont remonté au niveau ASL3. C'est un niveau réservé aux IA qui augmente significativement le risque d'utilisation abusive catastrophique. Donc notamment parce qu'ils estiment qu'Opus 4 pourrait aider des personnes ayant une formation scientifique à obtenir ou produire des armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Donc voilà, ça c'est quand même assez impressionnant et assez effrayant. Ça voudrait dire que quelqu'un qui aurait quand même des connaissances de base, en utilisant le modèle, pourrait justement créer potentiellement des armes. Et donc à cause de ça, ils ont augmenté le niveau de sécurité de ce modèle. Donc forcément, quand ils relèvent ce niveau de sécurité, ça veut aussi dire que derrière, il y a des garde-fous pour éviter que l'IA, typiquement, puisse donner des informations sur comment créer une arme biologique ou comment créer une arme nucléaire. Mais il y a quand même toujours un risque derrière.
On a toujours des techniques pour contourner justement avec des prompts un petit peu inventifs et avec des techniques de jailbreaking, réussir à contourner les garde-fous qui peuvent être mis en place. Donc voilà, il y a quand même un véritable risque que ce genre de modèle puisse être utilisé par des personnes qui ont déjà quand même un minimum de connaissances pour potentiellement produire des armes. Donc ça reste quand même un risque. Donc j'espère derrière que les garde-fous qui ont été mis en place par Anthropic et par les entreprises avec qui ils travaillent sur l'aspect sécurité sont suffisamment bons pour éviter ce genre de problème. Bon allez, on change de cap et on va du côté d'OpenAI qui n'est jamais en reste quand il s'agit de faire des vagues. L'énorme nouvelle, c'est l'arrivée de Johnny Ive, l'ancien gourou du design chez Apple, celui derrière l'iPhone, l'iPad et tant d'autres produits iconiques. OpenAI a annoncé l'acquisition de IO, une startup cofondée par Ive et Sam Altman l'année dernière pour développer des produits IA dans un deal tout en action valorisé à 6,5 milliards de dollars. Suite à ça, Johnny Ive et sa firme de design Loveform vont prendre les rênes de la création et du design chez OpenAI. L'objectif affiché, emmener l'IA au-delà de l'écran et construire une nouvelle génération d'appareils grand public alimentés par l'IA. Sam Altman s'est dit ravi de s'associer à Johnny, le plus grand designer du monde à son avis, et on parle d'une famille d'appareils avec un premier produit qui pourrait sortir d'ici fin 2026. Bon, forcément les détails sont encore secrets, mais ce ne sera ni des lunettes ni un téléphone a priori. L'idée serait plutôt un appareil de poche conscient du contexte sans écran qui pourrait devenir un troisième appareil principal après le MacBook et l'iPhone par exemple. Johnny Ive, lui, parle d'un nouveau mouvement de design et a souligné à quel point sa collaboration avec Altman était profonde. Donc franchement, associé à la puissance d'OpenAI avec la vision d'un designer tel que Johnny Ive, ça promet de grandes choses, j'imagine, donc on verra un petit peu ce qui sortira de tout ça. Bon, à côté de ça, les actions d'Apple, elles ont quand même un peu chuté suite à cette annonce, donc forcément, ça fait pas forcément plaisir, sachant que de leur côté, ils commencent à accumuler pas mal de retard sur l'IA. On sent la volonté d'OpenAI de se positionner comme le prochain Apple, avec Altman en Steve Jobs peut-être, et Ive en Johnny Ive. C'est une lame de fond qui se prépare, donc plutôt une affaire à suivre. Et OpenAI ne s'arrête pas là, leur agent IA Operator qui peut naviguer sur le web et utiliser des logiciels de manière autonome va être mis à jour sur leur dernier modèle de raisonnement O3. Donc c'est pas encore quelque chose qui a été fait. J'ai voulu comparer justement Operator avec le Project Mariner qui est l'équivalent de chez Google qui vient de sortir juste après l'annonce de la Google I/O. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant justement de mettre les deux en parallèle, mais malheureusement pour l'instant la version de Operator d'OpenAI n'a pas encore été mise à jour, et en tout cas sur les tâches que j'ai données aux deux modèles, pour l'instant j'ai eu des résultats qui étaient assez équivalents. Donc voilà, pour l'instant on attend un petit peu on va dire de voir cette nouvelle mise à jour de Operator pour voir s'il fonctionne mieux. Ce que j'ai quand même constaté, c'est que le Project Mariner de Google était quand même bien plus rapide que le Operator d'OpenAI. On voit vraiment la différence, et bon, ça je suis pas trop étonné, c'est probablement dû au fait que derrière Gemini Flash ou Gemini 2.5, c'est des modèles qui vont bien plus rapidement, qui sont bien plus rapides que les modèles O3 par exemple, que le modèle O3 de OpenAI, ou même le modèle GPT-4o qui était un modèle utilisé aussi pour Operator, c'était un GPT-4o customisé. Donc c'est des modèles qui sont quand même plus lents que ceux de Google, donc c'est peut-être là où Google arrive à faire la différence avec quelque chose de beaucoup plus rapide sur Mariner. J'essaierai de trouver des cas d'usage un peu plus pertinents, mais honnêtement pour l'instant ces agents IA qui fonctionnent avec une interface web, ils sont plutôt sympas, mais ils sont concrètement pas très utiles quand ils font des grandes démonstrations en montrant que l'agent IA pourra commander des choses comme des tickets en ligne ou faire vos courses. C'est bien beau à faire en démonstration, mais honnêtement je crois que personne ne sera prêt à donner les accès à son compte Amazon ou à sa carte bleue à un modèle d'agent IA qui est encore en bêta. Rappelez-vous à ce qu'on vient de dire en début d'actualité, on a des modèles qui peuvent des fois prendre des initiatives ou faire des choses qu'on leur a pas demandé. Donc voilà, honnêtement personne n'est prêt à le faire, et sur des cas d'usage un peu plus basiques, moi j'essaie de m'en servir par exemple tout simplement pour récupérer de la donnée, donc aller récupérer des données qui viennent d'un site internet, les coller dans un document, ce genre de choses là, et honnêtement pour l'instant les modèles n'y arrivent tout simplement pas bien, ils ont beaucoup de mal, si je leur demande juste de copier 5 ou 6 articles et de tout mettre dans un Google Doc, ils n'y arrivent pas. Donc voilà, j'aimerais pouvoir m'en servir pour accélérer ma veille sur l'IA, mais pour l'instant ces modèles restent clairement en bêta, donc c'est plutôt une affaire à suivre sur ces derniers modèles de type agentique. Bon, et sinon cette semaine je voulais absolument pouvoir tester VO3, forcément à la Google I/O ils nous ont fait des démonstrations, le modèle a l'air incroyable, il arrive à créer de l'audio, il est encore mieux que VO2 qui était déjà honnêtement l'un des meilleurs modèles de génération vidéo. Je me suis dit il faut absolument le tester. Le problème c'est que pour tester VO3 il faut avoir l'abonnement Gemini Ultra. Pour rappel, abonnement à 249$, rien que ça, enfin 249,99$ même. Mais bon, Google a plutôt été sympa puisqu'ils font 50% de réduction pour les 3 premiers mois. Problème,
inaccessible en France. On ne peut pas pour l'instant encore y accéder en France ou en Europe. De toute façon, même en dehors des États-Unis, c'est uniquement disponible aux États-Unis. Donc j'ai dû quand même pas mal me casser la tête pour réussir à enfin obtenir un compte Google qui est aux États-Unis. Et j'ai pu du coup en avant-première tester le modèle. Et forcément, je me suis dit que quitte à le tester, on va essayer de le tester sur des contenus plutôt en français pour voir si le modèle il est capable déjà de comprendre le français et aussi de générer des vidéos avec du texte en français. Donc j'ai pu tester quelques petites choses, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est l'interface de Gemini Ultra. Et donc sur cette interface, j'ai pu tester donc avec un premier prompt. Donc voilà, je l'ai commencé, le premier prompt, je l'ai fait en anglais. Donc voilà, j'ai mis French people in Paris suddenly surprised by a giant wave. We can hear the scream, we can hear them scream in French. Au secours, la vague de l'IA arrive. Et donc voilà un petit peu à quoi ressemble le résultat. Au secours, amis! La vague de l'IA arrive, ne fais jeu! Donc il y a quand même des choses un peu étranges qui se passent derrière, mais la voix fonctionne bien, on arrive quand même à avoir une image qui est assez impressionnante visuellement, et voilà, là on a vraiment justement le côté parisien qui fonctionne assez bien. Là j'ai voulu faire un autre test où je lui ai demandé de faire un journal télévisé français qui présentait un reportage dans un style micro-trottoir, mais là typiquement sur cette vidéo il n'a pas réussi à générer du son. Donc voilà, on voit les personnes qui sont en train de parler avec des mouvements de lèvres, mais par contre il n'y a pas de son, donc il faut vraiment bien préciser dans le prompt qu'on veut du son pour avoir quelque chose qui fonctionne. Je m'en suis rendu compte aussi après quand j'ai fait des tests avec Flow, qui est justement l'environnement plutôt dédié aux vidéastes, qui permet de vraiment justement pouvoir décrire un peu plus en profondeur chaque prompt et aussi pouvoir les recouper et utiliser aussi différents modèles et surtout générer plusieurs versions d'une vidéo avec le même prompt, ce qui est vraiment utile quand on veut vraiment faire des vidéos, parce que souvent il faut en générer plusieurs pour trouver la bonne qu'on va pouvoir utiliser derrière. Et donc bref, j'ai retesté après quelque chose en précisant du coup un dialogue en disant que il y a une question de la journaliste qui demande justement « Et vous, que pensez-vous de l'IA ?» et une réponse du passant qui dit « Je pense que ça va être que ça va très vite et c'est dur à suivre, donc je suis le podcast Tsunamia avec Dimitri. » Voilà, un petit peu d'auto-promo. Et la journaliste qui répond « Oui, c'est un super podcast. » Et vous, que pensez-vous de l'IA ? Je pense que ça va très vite et C'est dur à suivre, donc je suis le podcast Tsunamia avec Dimitri. oui, c'est un super podcast. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez impressionnant sur les voix, elles fonctionnent très bien, il n'y a pas d'accent québécois, la chose qu'on pouvait voir pas mal avant, et surtout il y a, le question-réponse qui fonctionne, mais par contre on se rend compte que les instructions n'ont pas été totalement suivies à la lettre, puisque c'est pas forcément la bonne personne qui parle au bon moment. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais testé. J'en ai testé d'autres où j'ai eu des résultats en anglais, donc je vais pas vous les montrer, malgré le fait que j'ai prompté des dialogues en français, des fois ça fonctionne pas. Et là j'en ai mis une qui avait pour tendance de montrer un peu ce qu'on pouvait faire en termes de fake, Donc là je lui ai demandé de le faire avec un style filmé dans une manifestation animée dans une rue potentiellement parisienne. On aperçoit des façades d'immeubles, etc. Et je lui dis la foule est dense, des drapeaux syndicaux ou des banderoles sont visibles, et avec un dialogue qui dit franchement, pour décrypter ce chaos numérique, il y a que Tsunamia qui m'aide à garder le cap. Donc je vous laisse imaginer, on pourrait très bien faire dire n'importe quoi à l'IA. Là l'idée c'était de faire un petit test pour voir si le résultat était assez saisissant ou pas, et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Franchement, pour décrypter ce chaos numérique, il n'y a que Tsunamia qui m'aide à garder le cap. C'est le vrai antidote à cette pagaille, voyez pas ? Et honnêtement je trouve que c'est super impressionnant. Donc il y a des défauts, par exemple les panneaux, voilà, c'est illisible, mais imaginez ce genre d'image intégré à une vidéo déjà montée qui mélange des images réelles avec ce genre d'images qui ont été générées par IA. Franchement, est-ce que vous seriez capable de faire la différence? Ça commence à être vraiment assez effrayant. Donc voilà, je pense que j'essaierai de faire une vidéo complète, un espèce de petit court-métrage ou quelque chose comme ça avec le modèle. Ça peut être vraiment assez sympa. J'ai retesté des choses aujourd'hui pour voir un petit peu ce qu'il pouvait donner. Alors il a quand même des limitations, faut le garder en tête. On peut générer que 5 vidéos par jour, y compris avec un compte payant qui coûte quand même 125 $ pour l'instant et qui va passer à 250 $ du coup d'ici 3 mois. Donc je vous préviens que je vais pas le garder très longtemps là, je voulais vraiment pouvoir tester le modèle pour vous faire une démo, mais voilà, vu le prix, je vais pas pouvoir le garder bien longtemps. Et j'ai essayé de retester du coup les prompts qui avaient été donnés par Google pour voir un petit peu s'il n'y avait pas un peu de cherry picking, et donc forcément on va pas se mentir, il y en a un petit peu. Donc voilà, je vous montrerai une petite démonstration de ce que Google avait montré. C'était un marin qui était sur un navire et qui parlait, et je vous montre un petit peu ce que ça a donné moi de mon côté. Donc voilà, de mon côté.
écouter ce que ça donne. La première vidéo, tout simplement, il n'a pas voulu parler. Un petit peu déçu, hein, sachant que avec de Google, c'est super impressionnant. Et la deuxième. The sea is a cruel mistress, but she has her beauty too. Alors j'avais quand même changé un petit peu le prompt. Dans mon prompt, je lui avais demandé de parler du podcast, enfin de faire quelque chose, de lui dire voilà, une force sauvage indomptable, chaque éclair d'IA impose le respect, bienvenue dans Tsunamia, et il n'a pas réussi. Là cette fois-ci il n'a pas réussi à parler français, donc je me demande si le fait de le faire parler français c'est pas aussi lié un petit peu au contexte qu'on lui donne. Et j'ai voulu tester ça d'ailleurs avec d'autres prompts, donc je lui ai demandé de nous faire un rappeur français qui rappe son dernier morceau à propos de Tsunamia, le podcast sur la vague de l'intelligence artificielle. Et donc je vous montre ça tout de suite et je vous fais écouter. Tunnel au Don Juan, Tsunamia, Tsunarvomia, le podcast sur la vague de l'intelligence artificielle. Donc le début on comprend rien, ça marche pas, forcément j'ai peut-être pas mis un dialogue assez long, mais par contre sur le reste ça fonctionne assez bien, sachant que mon prompt il était quand même assez simple. Je lui ai dit un rappeur français qui rappe son dernier morceau à propos de l'intelligence artificielle, et c'était Tsunamia, le podcast sur la vague de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose dessus, il a quand même réussi à nous faire quelque chose, je trouve, qui était assez intéressant, mais voilà, c'est encore loin d'être parfait, mais je trouve quand même que ça fonctionne très bien. Et surtout moi c'est des démonstrations que j'avais vues qui avaient été faites par des personnes sur des démos en anglais, et je suis impressionné de voir que ça fonctionne aussi très bien en français. Et en plus de ça, on a en plus d'avoir la voix, on a quand même le rythme qui fonctionne, la musique qui fonctionne, donc bon. Et une dernière petite vidéo, j'ai demandé à VO3 de nous donner un exemple d'un stand-upper, et là par contre là il a fait un accent québécois, mais je vous laisse écouter, c'est plutôt intéressant, sachant qu'il a quand même réussi à faire une blague, et je lui ai juste dit de faire un extrait d'un stand-up dans un bar qui fait une blague liée à un podcast qui s'appelle Tsunamia, qui parle d'intelligence artificielle. Alors, ce Dimitri du podcast Tsunamia, il parle d'intelligence artificielle, mais je crois qu'il a oublié la sienne parfois. Donc il a quand même réussi à nous faire une petite blague qui, pour le coup, fonctionne. Et c'est très rare, parce que honnêtement, jusqu'à maintenant, les IA n'étaient pas très bonnes pour faire des blagues. Et donc là, pour le coup, j'en prends un peu pour mon grade. Allez, on prend une petite respiration et on s'intéresse à quelques autres courants et remous notables dans l'océan de l'IA. D'abord, une nouvelle qui nous vient de Microsoft. Leur modèle IA Aurora serait capable de prédire avec précision la qualité de l'air, les ouragans, les typhons et d'autres phénomènes météorologiques entraînés sur plus d'1 million d'heures de données diverses, satellites, radars, simulations. Aurora pourrait surpasser les approches traditionnelles en termes de vitesse et de précision. Il aurait par exemple prédit l'arrivée du typhon Doksuri aux Philippines 4 jours à l'avance. Microsoft a rendu le code source et les poids du modèle public et l'intègre déjà dans son application MSN Météo. C'est une belle démonstration de l'IA au service de la science et de la prévention. Imaginez si chaque tempête peut être prévue plusieurs jours à l'avance, ça permettrait quand même de se préparer bien plus en amont. Donc c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle si ça fonctionne véritablement à long terme. Bon, et pour finir, un petit mot amusant ou peut-être un signe des temps, les PDG qui envoient leurs avatars IA en réunion à leur place. Après le PDG de Klarna, qui a utilisé son double numérique pour présenter les résultats trimestriels, c'est Eric Yuan, le PDG de Zoom, qui a fait de même pour les commentaires initiaux de sa conférence téléphonique sur les résultats. Il a utilisé son avatar personnalisé via Zoom Clips, se disant fier d'être parmi les premiers à le faire et soulignant que Zoom repoussait les limites de la communication. Donc c'est plutôt drôle de se rendre compte qu'on a maintenant ces PDG qui commencent à directement envoyer leur avatar Zoom plutôt que de faire les choses par eux-mêmes. Mais en même temps, je pense que c'est aussi une bonne façon de jouer sur la communication, parce que une entreprise comme Zoom, l'IA c'est quelque chose forcément qu'ils vont devoir aussi intégrer. Donc si dans leurs résultats, ou en tout cas dans une partie de la conférence, le PDG commence à utiliser un avatar IA qui est peut-être fait en interne par l'entreprise, ça a aussi un effet, je pense, où ça peut être assez intéressant pour démontrer qu'ils sont en train justement d'intégrer ces technologies d'IA. Et en ce moment, voilà, c'est un petit peu le buzzword aussi. Et donc je pense que c'est aussi une bonne façon d'attirer des financiers, ou en tout cas de rassurer les différents actionnaires. Ah oui, et juste avant de conclure, on a le site LM Arena, qui est le site qui est utilisé pour faire des benchmarks, qui a fait une levée de 100 millions de dollars. Donc c'est assez impressionnant, ça monte leur valorisation à 600 millions de dollars. Donc pour une start-up qui s'occupe juste de faire des benchmarks sur l'intelligence artificielle, je trouve que c'est impressionnant, ça montre à quel point c'est important aujourd'hui d'avoir une bonne façon de tester les modèles et de faire des benchmarks, et à quel point ils sont devenus entre guillemets une certaine référence, puisque c'est vrai que pour rappel, LM Arena, contrairement à d'autres benchmarks, il est testé avec des vrais retours d'utilisateurs, ce qui permet d'avoir un meilleur ressenti, je pense, justement des benchmarks, et voilà, qui est un petit peu plus naturel et qui est une bonne façon de mesurer les performances d'une IA. Bon voilà, c'était tout pour cette semaine, j'espère que cet épisode vous aura plu.
Je vous conseille pour ceux qui veulent voir un petit peu ce que ça donne sur VO, d'aller regarder tout ça sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous voulez avoir des détails un peu plus approfondis sur le sujet. Et n'hésitez pas à me contacter à contact@tsunamia.fr. J'ai déjà formé plus de 300 personnes dans l'intelligence artificielle et ça me ferait plaisir que vous soyez les prochains. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!